Youssef Ouedraogo, journaliste culturel, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la culture comme levier de résistance malgré les obstacles. Nous comprendrons donc comment le Burkina a pu organiser les différents événements culturels en termes de résilience. Bonjour et bienvenue Youssef Ouedraogo. Oui, bonjour Serge, bonjour à tous les téléspectateurs. Et je prends toujours le plaisir à passer à cette émission Udège Matinale Info pour parler des cultures cette fois-ci. Alors déjà, pour planter le décor, est-ce qu'on peut revenir sur la diversité et la richesse culturelle du pays des hommes intègres? Oui, vous savez que quand on parle de la culture, le Burkina Faso est cité comme un pays qui a une diversité, une richesse culturelle. Et évidemment, quand on parle de la culture, c'est d'abord la dimension matérielle et la dimension immatérielle. Quand on prend la dimension matérielle, ce sont les sites archéologiques, l'urbanisme, etc., etc. Et quand on prend la dimension immatérielle qui prend en compte l'expression orale des peuples, qui prend en compte les manifestations, les arts de la scène, les rituels, le savoir-faire, le savoir qui sont pratiqués par cette soixantaine donc, de communautés ethno-culturelles que nous avons dans notre pays. Mais quand on regarde à la loupe, on se rend compte effectivement que ce soit la dimension matérielle ou la dimension immatérielle, le Burkina Faso fait partie de pays dont la culture ou le patrimoine culturel est d'une richesse et donc d'une richesse culturelle. Évidemment, parce que si vous prenez au niveau même des manifestations culturelles au Burkina, vous allez vous rendre compte que tout au long de l'année, il n'y a pas une seule période, en tout cas au cours de l'année, où il n'y a pas d'événement culturel. Et on dénombre autour de 1100 manifestations culturelles à travers le pays. On parle de plus de 5000 artistes déclarés au niveau du bureau burkinabé du droit d'auteur. On parle de beaucoup de troupes artistiques, près de 800 groupes artistiques au Burkina. Ce sont des chiffres pour ceux qui aiment vraiment les chiffres, et ça montre que quand on regarde la culture, effectivement au Burkina Faso c'est un pays qui est bouillonnant, parce que tous les pans de la culture sont en effervescence. On se rend donc compte que le Burkina compte une diversité culturelle bien sûr, mais comment on arrive à faire la promotion de cette diversité culturelle que nous avons? Oui, quand on parle de promotion, je crois que le terme promotion implique ce que nous appelons le marketing, implique ce que nous appelons la diffusion. D'abord, je commence par la diffusion. Lorsqu'on parle de la promotion, il faut d'abord parler de la diffusion. Quand on regarde le Burkina Faso aujourd'hui, est-ce que nous avons des espaces de diffusion de la culture? Ça, c'est la première question que nous nous posons. Au-delà des espaces donc, de diffusion, la deuxième problématique, c'est le marketing. Comment nous vendons nos expressions culturelles à travers le monde? Et quelle diplomatie culturelle un pays comme le Burkina Faso, qui est considéré comme étant le carrefour de la culture en Afrique, au regard donc de la diversité des manifestations que le pays accueille, comment nous projetons une image du Burkina Faso à travers le monde en nous appuyant sur ce que nous avons que les autres n'ont pas? Alors donc, lorsqu'on parle de promotion, c'est d'abord la question de la diffusion que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on regarde le Burkina Faso, on vient de sortir récemment de la 29e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et je crois que l'une des problématiques récurrentes à chaque édition, c'est la question des infrastructures. Pour une capitale de cinéma, nous avons 2 salles nationales, c'est-à-dire que 2 salles qui ont été construites par l'État, le Ciné Burkina et le Ciné Neroya. On ne va pas ajouter les autres parce que bon, donc quand on regarde, et sous la Révolution, il y a eu des espaces qui ont été créés, des cinés à travers le pays, et aujourd'hui, quand vous faites l'inventaire de ces espaces de diffusion, vous allez vous rendre compte que ces espaces-là sont hors d'usage, ou sont destinés à d'autres usages, parce que ces espaces-là aujourd'hui sont obsolètes. Alors, c'est vrai qu'avec
la délocalisation des festivités du 11 décembre, il y a eu ce qu'on appelait les salles polyvalentes qui ont été construites dans tous les chefs-lieux que les festivités ont eu lieu, mais ces salles polyvalentes n'ont pas pris en compte un certain nombre de normes. Conséquence, il y a des localités dans lesquelles les salles sont hors d'usage, les gens ne les utilisent pas parce qu'il y a des problèmes d'acoustique, il n'y a pas de pont de lumière, etc., etc. Et on a eu l'impression que les acteurs directs de la diffusion des salles n'ont pas été associés par rapport donc à la construction. Donc vous avez un problème d'abord d'espace de diffusion. Le deuxième élément, quand on parle d'espace de diffusion, c'est aussi le monde numérique, les plateformes numériques de diffusion de la culture. Si vous partez aujourd'hui sur les différentes plateformes dans le monde, quelques rares fois la culture burkinabé est absente. Parce que nous n'avons même pas un portail officiel national de valorisation et de promotion donc, de la culture au Burkina Faso. Il y a des tentatives portées par des acteurs privés, mais l'État même n'a pas encore constituer un portail officiel de diffusion de la culture au Burkina Faso. Et ça manque. Et au niveau de la diffusion toujours, c'est vrai, nous avons des influenceurs de temps à autre qui font des éléments sur... mais est-ce que nous avons capitalisé sur tous ces influenceurs de sorte à ce que nous ayons des gens qui puissent vendre l'image de notre pays sur le plan international. Alors, je voulais chuter par la question donc de la diplomatie et du marketing. Comment nous, en tant qu'un pays, nous pouvons profiter des événements nationaux et internationaux pour montrer la diversité et la richesse de notre culture aux autres peuples du monde. C'est tout ça, la subtilité que nous devons avoir. Parce qu'aujourd'hui, un ministre, à l'époque, le ministre Mahmoud Ouedraogo avait dit que le Burkina Faso est un pays qui ne peut pas rivaliser avec les autres sur le plan économique, sur le plan militaire. Mais sur le plan culturel, le Burkina Faso peut rivaliser avec les autres. Parce que nous avons une richesse culturelle, nous avons une diversité de notre culture qui fait qu'à un moment donné, le monde pointe ou fixe son regard sur le Burkina Faso à travers des grands événements comme le FESPACO, le CIA, on va en parler tout au long de... Donc, quand on parle de promotion, il y a la question donc de la diffusion, il y a la question donc du marketing, et le marketing fait appel à la diplomatie culturelle, c'est-à-dire aujourd'hui, nos ambassades qui sont dans les différents pays doivent être des relais de la culture du Burkina Faso. Nous avons une forte diaspora, autour de 14 millions de Burkinabés qui vivent hors de notre territoire, qui doivent être des relais de la culture burkinabé. Pour vous, ils ne sont pas assez impliqués? Oui, pendant longtemps, en tant que journaliste et analyste culturel, nous avons déploré le fait que comparativement à certains pays, il y avait des espaces donc, de diffusion et de promotion de la culture portés donc, par les acteurs issus de la diaspora, en tout cas pour ce qui est des autres pays. Et au niveau du Burkina, c'était ce que nous on appelait un tableau rasa. Mais je crois que ce déficit a été comblé à un moment donné avec des associations qui regroupant donc des Burkinabés de l'extérieur dans certains pays qui commencent donc à mettre sur pied des festivals. Et au cours de ces festivals-là, il y a une sorte donc de pont concret avec la mère patrie en faisant venir des troupes artistiques, en créant donc des foires gastronomiques, etc., et qui permet de vendre la culture burkinabé. Maintenant, le seul hic, c'est que parfois, on a l'impression que ces manifestations sont organisées pour uniquement la diaspora, alors que l'objectif c'est d'aller au-delà de la diaspora, amener les autres peuples à nous découvrir. Lorsque par exemple je prends la communauté burkinabé vivant en Italie qui est la diaspora la plus dynamique en termes d'activités culturelles, il ne faudrait pas que les activités se limitent seulement aux Burkinabés qui vivent en Italie, mais il faut amener les Italiens, il faut amener les autres communautés africaines ou les autres communautés noires qui sont en Italie à venir visiter ces stands-là, à venir donc apprendre ce que le Burkina peut apporter au monde. Parce que dans le rendez-vous du donner et du recevoir, il faudrait que chaque peuple parte avec une partie de sa culture. Mais lorsque ces événements sont organisés par des Burkinabés pour les Burkinabés, on a l'impression qu'on a changé seulement des sites, mais en termes d'intérêt, il n'y a pas grand-chose. Toujours en termes de promotion culturelle, que ce soit au niveau de la diffusion, au niveau du marketing ou de la diplomatie, eu égard à la 29e édition du FESPACO qui vient de se terminer, on a entendu un certain nombre de critiques qui ont été apportées pour une meilleure organisation. On a entendu des étrangers dire que le FESPACO
au vu de l'envergure mondiale qu'elle représente pour le continent, méritait un siège beaucoup plus adapté que celui-ci. À côté aussi, vous avez parlé de la question de ces salles. Aujourd'hui, est-ce que le Burkina dispose d'une salle culturelle pour accueillir des manifestations culturelles avec une sonorisation adaptée regroupant un certain nombre de personnes? Il y a tous ces aspects infrastructurels que je me permets d'ajouter avec un exemple, le FESPACO, et aussi les activités comme les concerts et tout. J'aime bien cette question. Elle est très pertinente. Elle va me permettre quand même de me déployer avec mon œil critique. Vous savez, lorsqu'on parle des infrastructures culturelles au Burkina Faso, c'est tout un débat. J'ai parlé tout à l'heure des espaces de diffusion. Alors, vous revenez sur la question pour dire, évidemment, les critiques à chaque édition du FESPACO se polarisent sur la question des infrastructures, évidemment. C'est quand même inconcevable pour un pays comme le Burkina Faso depuis 1969 qui a mis sur pied le FESPACO que nous n'ayons pas des salles dignes de l'événement. Alors moi, en tant que journaliste à l'époque, j'avais créé une émission avec le délégué général donc du FESPACO, qui était Michel Ouedraogo à l'époque, et la première question de notre interview, c'était comment se fait qu'un pays comme le Burkina Faso, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas une grande salle de diffusion de cinéma. Et la question qui nous avait été donnée nous a laissé un peu pantois. Mais il y a eu quand même des tentatives de reconstruire le site, quand même, le siège du FESPACO. Vous avez tous suivi l'actualité avec nous. À un moment donné, on a parlé donc du site qui n'était pas, j'allais dire, bon, on parle de génie. Il y a eu beaucoup de narratifs autour donc, de la construction du site. Mais car cela ne tienne, nous estimons, pour ce qui est de notre regard, qu'un pays comme le Burkina Faso ne mérite pas d'avoir un siège comme ce que nous avons actuellement. C'est-à-dire, il fallait dégager donc un site beaucoup plus spacieux et ériger donc un site à la hauteur de l'événement. Et je pense que les autorités qui ont pris donc à bras le corps, comme on va dire, les autorités aujourd'hui qui veulent donc positionner le Burkina Faso sur le plan international, doivent se saisir de cette question pour que dans les années à venir, nous puissions avoir un siège qui est à la hauteur de nos attentes. Mais je crois qu'il faut parfois aussi nuancer quand nous menons ce type de critique, parce que quand vous prenez par exemple la ville de Bourg-de-Lasso, nous avons eu ce qu'on appelle la Maison de la Culture. Et la Maison de la Culture est un bâtiment qui a mobilisé beaucoup de milliards de francs CFA. Et la Maison de la Culture, c'est le plus grand bâtiment qui a mobilisé autant d'argent au Burkina Faso depuis que le Burkina Faso existe. Sur financement propre? Voilà, oui, sur financement propre, oui. Et il y a eu même, comment on appelle, une étude qui avait été menée à l'époque pour voir comment on peut réhabiliter la Maison de la Culture, en fait, la Maison du Peuple à Ouagadougou. Et je pense que ça tourne autour de 14 ou 10 à 14 milliards de francs CFA. Et lorsque l'étude avait été menée, il y a eu des avis divergents. Ceux qui estiment évidemment qu'au lieu de rénover cette Maison de la Culture, c'était mieux de construire un autre site. Et d'autres qui estiment que ça relève donc du patrimoine du Burkina. Évidemment, il faut rénover. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question des infrastructures se pose avec acuité au Burkina. Et si on revient dans le domaine du cinéma, et l'une des chances même que nous avons au Burkina Faso par rapport aux rares salles même qui existent, c'est le fait que nous avons un événementiel qui se tient chaque 2 ans. À supposer qu'il n'y avait pas le FESPACO au Burkina, nos salles de diffusion, le Nerf Royal et puis le Ciné Burkina, allaient se retrouver dans quel état? Et après l'événement, faites un tour et vous allez voir dans quel état ces infrastructures-là se retrouvent. Donc c'est donc dit que la question des infrastructures culturelles au Burkina Faso se pose avec acuité et qu'il faudrait que les autorités, en tout cas qui ont en charge la destinée de notre pays, puissent prendre donc à bras le corps ce problème pour essayer de repositionner le Burkina Faso, parce que nous accueillons de grands événements. Autre chose que je voulais dire, il y a eu un grand événement, je vais taire le nom, qui devait se produire donc au Burkina Faso, et on a envoyé des experts pour venir donc visiter en fait les espaces qui pouvaient accueillir l'événement, et lorsque l'étude a été menée, on s'est rendu compte que le Burkina Faso n'avait pas une salle qui pouvait donc accueillir l'événement. Et finalement, vous savez quel pays avait été choisi? On avait choisi la Côte d'Ivoire à l'époque pour abriter cet événement, et le Burkina Faso avait perdu. Je prends encore un autre événement comme le Kora Music Award. Lorsque les Kora ont été pas délivrer
délocalisée, mais devait se tenir donc ici au Burkina, je crois que c'est en 2010 si je ne me trompe pas. Et on a, les organisateurs de Koura par exemple ont fouillé dans toute la ville de Ouagadougou pour trouver une salle qui pouvait recevoir l'événement à l'image de Sun City en Afrique du Sud. Mais finalement ils n'ont pas trouvé. Il a fallu qu'on envoie une équipe de l'Afrique du Sud pour venir donc dompter la salle donc, du Palais des Sports de Ouagadougou 2000 pour pouvoir tenir l'événement. Alors donc, en termes d'acoustique, en termes d'acoustique, ce n'est pas adapté. Vous voyez, et ça a mobilisé beaucoup de ressources, ce qui fait que nous aujourd'hui en tant qu'organisateurs d'événements, il y a les questions de salles qui se posent avec acuité. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous ne pouvez pas faire le réaménagement du Palais de la Culture sans qu'il y ait de l'écho. Donc ça veut dire que la question des infrastructures se pose avec acuité. Soit ces infrastructures existent, mais ne tiennent pas compte des normes lorsqu'il s'agit de les construire. Et conséquence, en termes d'usage, c'est pas trop utile. Alors en termes d'activités culturelles, on se retrouve, vous l'avez dit en début d'émission, avec plus de 1000 activités qui sont organisées annuellement ici au Burkina. Et quand on regarde, cela fait une décennie environ où nous sommes confrontés à une situation sécuritaire. Quel est l'impact sur les activités culturelles que nous avons? Parce que les activités, ce n'est pas qu'à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou à Koudgou. Les activités culturelles, c'est dans tout le Burkina. Quel est l'impact justement de cette situation que nous endurons depuis une décennie? Non, l'impact, je crois que l'impact est énorme. Vous savez que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, pour ceux qui aiment les chiffres, nous avons autour de plus de 130 000 personnes qui travaillent dans le domaine de la culture et qui tirent leur substance, qui vivent de la culture. Plus de 130 000 personnes. Si vous prenez de la culture, en 2019, une étude avait été menée et que la culture avait généré autour de 45 milliards de francs CFA. Si vous prenez toujours les chiffres, la culture représente autour de 4% du PIB, le produit intérieur brut du Burkina. Ça, ce sont des études qui le montrent. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la culture dans notre pays est d'abord un moyen d'employabilité de la jeunesse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui finissent leurs études et ces jeunes-là se demandent qu'est-ce que je vais faire après les études, parce que le seul pourvoyeur d'emploi dans notre pays, sinon le principal, c'est l'État. En dehors de l'État, le Burkina Faso n'est pas un pays industrialisé, capable donc d'absorber la jeunesse. Donc, après l'État, le secteur au Burkina Faso qui embrasse beaucoup de jeunes, c'est bien sûr la culture. Donc la culture est un moyen d'employabilité de la jeunesse. Deuxième élément, la culture aujourd'hui permet donc à un pays comme le Burkina Faso d'asseoir son leadership. Tous les événements qui sont organisés au Burkina, que ce soit le CIA ou le FESPACO, la SNC, et même les événements portés par les privés, permettent donc à un moment donné au Burkina Faso de pouvoir asseoir son leadership à travers le monde. Le troisième élément, lorsque nous prenons la culture pour un pays comme le Burkina Faso qui est à la croisée des chemins actuellement, et vous savez que depuis pratiquement une dizaine d'années, le pays vit une crise sécuritaire à travers donc les différentes attaques terroristes que nous vivons chaque jour. Il y a une sorte de dysfonctionnement social au Burkina. Et la culture peut être un rempart ou une sorte d'antidote pour coller les morceaux, pour resserrer en fait le tissu social qui est brisé. Parce qu'à l'intérieur de la culture, c'est-à-dire des éléments culturels de nos différentes communautés, il y a des mécanismes. Et ces mécanismes-là permettent donc à la société, à un moment donné, de pouvoir converger vers le même sens. Donc, les activités culturelles qui se déroulent dans nos pays sont d'une importance capitale. D'abord en termes d'emploi, d'abord en termes donc de ressources et de représentativité au niveau du PIB, mais en termes aussi de moyens pour pacifier, de moyens pour créer une cohésion sociale de nos différentes communautés, parce que vous savez que la paix c'est une construction. Et si la paix est une construction, la culture contribue aussi à construire la paix. On peut donc dire en termes d'impact que, nonobstant cette situation sécuritaire, les activités culturelles ont continué dans le pays. C'est donc ça. Oui, parce que vous savez, quand vous faites une étude, beaucoup de pays, lorsqu'il y a des crises, on a l'impression qu'il y a une effervescence culturelle.
Pourquoi? Parce que la culture devient, si vous voulez, une sorte d'endroit où on vient pour se ressourcer. Hein? La culture devient un endroit où on vient pour se dire, si les autres pans ne marchent pas, est-ce que la culture ne peut pas être un endroit où on vient pour faire ce que l'on pourrait appeler l'épanchement de l'âme? C'est-à-dire, comment la culture peut nous aider à vider, à nous décompresser. Quand je parle de la culture, c'est la dimension expressive, c'est-à-dire les festivals, la musique, etc., etc. Et donc, quand vous prenez un pays comme la RD Congo, qui depuis quelques années vit donc une crise, vous regardez, l'effervescence culturelle est au rendez-vous. Si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, au sorti donc de la crise liée donc aux élections autour des années 2010 et autres, on a senti une certaine effervescence culturelle. Et donc, pour ce qui est du Burkina Faso, depuis que notre pays traverse une crise sécuritaire, et avant cette crise sécuritaire, il y a eu ce qu'on appelait la crise sanitaire autour des années en 2020, et cette crise sécuritaire aussi a pour conséquence une crise économique. Et donc, nous avons trois crises que le Burkina Faso vit en ce moment. La crise sanitaire en 2020, qui s'est poursuivie jusqu'en 2021. Ensuite, la crise sécuritaire et la crise économique. Mais dans un contexte comme ça, quel est le seul rempart que nous pouvons avoir? Évidemment, c'est la culture. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, tous les événements qui sont organisés pendant cette période, il y a une certaine affluence. Parce que les gens veulent des endroits pour décompresser. Les gens veulent des endroits pour faire ce que moi j'appelle l'épanchement de l'âme. Vous voyez? Et c'est ce qui fait que ça marche. Deuxième élément qu'il faut noter aussi avec cette effervescence culturelle, c'est la capacité de ces acteurs à pouvoir s'adapter. Justement, c'est là toute la question. On a entendu le chef de l'État lundi dernier qui a remercié les organisateurs du FESPACO parce que le Burkina, aux yeux de beaucoup à l'international, est non fréquentable en raison de la situation sécuritaire. Pourtant, malgré tout, nous arrivons à organiser des activités culturelles attrayantes. On a vu tout ce monde au niveau du FESPACO. Au CIAO, c'était la même chose. À la SNC du côté de Bobo-Dioulasso, même chose. Les activités privées, ici au niveau du musée national, même chose. Comment est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Oui, l'explication qu'on peut donner par rapport donc à cette effervescence, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Burkina Faso était présenté par beaucoup de chancelleries comme étant un pays qui est infréquentable au regard donc de l'insécurité. Et il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte, qui est que depuis un certain temps, on a constaté une auto-affirmation, une autodétermination du Burkinabé. Le Burkinabé commence à renouer avec l'amour de son pays. Et nous qui suivons la culture depuis des années, on a noté que ces dernières années, les Burkinabés commencent à être fiers d'être Burkinabés. Les Burkinabés commencent à chérir leur pays. Et ce qui n'était pas un constat que nous partageons peut-être il y a cela quelques années. Ou parfois même dans certaines contrées, on dit Burkinabé là, ça sonnait comme une sorte d'injure. Et donc, cette auto-affirmation de Burkinabé, cette autodétermination de Burkinabé a un impact, et l'impact, c'est le fait que tout événement qui se fait aujourd'hui au Burkina, le Burkinabé veut s'en approprier. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez le CIAO, si vous prenez le FESPACO, si vous prenez la SNC, il y a un véritable engouement. Et l'engouement se traduit par quoi? C'est notre événement, c'est notre pays. Nous devons porter notre pays plus haut. Et ça, c'est le discours en amont des autorités qui amène la population à se dire à un moment donné, nous n'avons pas mieux que le Burkina Faso. Et c'est ce narratif-là qui a eu pour conséquence le fait que les Burkinabés veulent aujourd'hui s'approprier de ce qui vient du Burkina. Et c'est pourquoi je dis toujours, quand je passe sur des plateaux télé, un peuple s'éduque, un peuple se construit par un narratif. Et ce narratif des autorités aujourd'hui, la conséquence, c'est ce que vous voyez, l'effervescence et le fait que le peuple aujourd'hui est fier d'être burkinabé, le peuple est fier de porter ce pays plus haut, et ça se traduit par cette mobilisation, cette participation active aux événements. Quand on regarde aussi, le contexte, c'est celui économique où les priorités sont tournées vers la situation sécuritaire, vers la reconquête du territoire en termes d'économie. On sait ce que vit le Burkina. Malgré tout, on a salué cette capacité d'organiser des événements de grande envergure au plan même mondial, ici à Ouagadougou, et même à Bobo-Dioulasso avec la SNC. On est là à se poser cette fois-ci la question:
comment est-ce qu'on arrive à évoluer financièrement en termes d'organisation d'activités culturelles? Quel est l'état des lieux au niveau du financement de nos activités culturelles? En d'autres termes, où est-ce que les acteurs trouvent les moyens pour organiser tous ces événements, surtout que nous sommes dans un contexte économique difficile? Bon, vous savez, il y a plusieurs types de financement du secteur culturel. Il y a le financement public, il y a le financement donc à travers la coopération, il y a ce que nous appelons le sponsoring, il y a le mécénat, qui sont en quelque sorte des moyens de financement de la culture. Si vous prenez les événements qui sont organisés donc par l'État, il y a les fonds publics, il y a les fonds liés donc à la coopération culturelle que le Burkina Faso en tant qu'État entretient avec des institutions internationales ou des pays. Il y a au niveau donc du privé, il y a ce que nous appelons le sponsoring, c'est-à-dire des entreprises qui sont installées au Burkina Faso et qui, pour des raisons donc de RSE, responsabilité sociale des entreprises, injectent un peu d'argent pour soutenir l'activité culturelle dans nos pays. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Si vous prenez les événements qui sont organisés par le privé et même l'État, si vous regardez les affiches, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises dont le logo se répète sur ces différentes affiches. Vous voyez, il y a ce que nous appelons les mécènes. Les mécènes qui sont des opérateurs économiques qui sont dans notre pays, qui parfois donnent sans vouloir qu'on fasse du bruit autour de leur personnalité et qui soutient de façon temporaire les acteurs culturels. Et il y a aussi que beaucoup d'événements ont compris la nécessité de travailler pour s'autofinancer. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que la culture était vue comme un endroit où il y a ce que nous appelons l'assistanat. Il faut toujours tendre la main pour demander je vais organiser tel événement, est-ce qu'on peut m'aider? Beaucoup d'acteurs ont compris à un moment donné que pour que les événements soient pérennes, il y a la nécessité effectivement de s'organiser pour que ces événements-là s'autofinancent. C'est pourquoi vous allez voir par exemple des spectacles où on demande une contribution donc à la population. Prenons le cas par exemple de FESPACO passé. Pour avoir accès donc aux salles de ciné, il y avait une contribution qu'on demandait. Pour avoir accès à certains sites, il y avait une contribution qu'on demandait. Et donc tout cela mis ensemble, ça permet donc aux acteurs culturels de pouvoir supporter les frais liés à l'organisation de ces événements. Et c'est le lieu pour moi en tant qu'acteur culturel de féliciter tous les mécènes, de féliciter tous les sponsors et même les institutions publiques qui soutiennent les activités culturelles, parce que imaginez un seul instant que pendant cette période d'insécurité, aucun événement ne s'organise. Pendant cette période d'insécurité, le pays se trouve dans une situation de calamité, c'est-à-dire, et imaginez un seul instant. Et donc c'est pourquoi je dis que le fait que les entreprises, que des mécènes, que des institutions publiques soutiennent la culture, c'est une autre façon de soutenir le pays dans une situation quand même difficile et de donner de l'espoir. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'espoir, ce peuple-là meurt. Et la culture vient donner de l'espoir à ce peuple-là. Alors, je vais terminer par une toute dernière question. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les grandes menaces pour la préservation de notre culture quand on regarde les défis actuels, les défis liés justement à l'économie, à l'organisation, défis liés à l'infrastructurel aussi? Je crois que les grandes menaces pour moi c'est d'abord pas la jeunesse, mais je vais dire c'est la jeunesse qui est beaucoup plus exposée. Parce que si vous prenez un pays comme le Burkina, plus de 50% de la population est jeune. Et cette jeunesse aujourd'hui, quel type de société voulons-nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Voilà la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous prenons en compte l'éducation culturelle de cette jeunesse-là? Et si nous prenons en compte, quels sont les éléments ou les messages forts que nous mettons dans la tête de cette jeunesse? Parce que cette jeunesse, grâce donc aux inforoutes de la communication, s'abreuve à la culture occidentale. Vous voyez, quand un jeune a un portable aujourd'hui, est-ce que ce jeune-là, dans son portable, a des éléments culturels burkinabés qui le fascinent et qui l'amènent donc à les absorber et en faire des éléments de valeur sociétale? Voilà la problématique.
Donc aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de jeunes, ils attendent des événements comme les FESPACO et autres pour aller faire des photos. Mais en réalité, est-ce qu'ils traduisent dans leur comportement au quotidien la culture burkinabé, la solidarité, l'entraide, le respect des aînés, etc. etc. Donc là, pour moi, la plus grande menace, c'est d'abord à ce niveau-là. Comment nous pouvons faire en sorte que cette jeunesse-là puisse s'abreuver de la culture burkinabé? Quels sont les moyens ou les mécanismes que nous devons mettre en place pour que la jeunesse puisse être une jeunesse burkinabé? La deuxième menace pour moi, c'est une menace internationale. Vous savez que les pays aux grandes économies ont tendance à dominer culturellement les pays qui ont des économies faibles. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, à travers donc la cinématographie, à travers le American Way of Life, arrive aujourd'hui à dominer culturellement comment on appelle ça, le monde entier. Mais comment un pays comme le Burkina Faso peut, dans le rendez-vous de donner et de recevoir, s'imposer culturellement? Voilà la grande problématique. Et cette grande problématique, pour avoir donc des réponses, c'est comment, à partir des événements comme le FESPACO, à partir des événements comme le CIAO, des événements comme la SNC, comment nous pouvons travailler de sorte à ce que, lorsqu'on parle du Burkina Faso, que nous soyons une véritable industrie culturelle. Parce que quand vous regardez un peu le fonctionnement du pays, oui, on fait des événements. Mais est-ce que le Burkina Faso constitue une véritable industrie culturelle? Parce que l'industrie culturelle suppose la fabrication en masse des produits culturels qui peuvent maintenant dominer le monde. Je donne des exemples concrets. Est-ce que, par exemple, nous avons des films? Parce que vous savez qu'un film véhicule les valeurs culturelles d'un pays. Est-ce que nous avons un film aujourd'hui au Burkina qui peut faire le tour du monde, être diffusé dans toutes les grandes salles du monde entier? Et à partir de là, nous arrivons à dominer le monde, nous arrivons à diffuser notre culture à travers des supports. C'est ces supports-là que le Burkina Faso n'a pas encore trouvé. C'est vrai, on a des films qui tournent, mais pas au point de dominer, pas au point de nous créer une sorte d'ancrage pour un pays comme le Burkina Faso. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport donc à cette question de menace. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme le temps imparti ne nous permet pas donc de développer tous ces éléments, mais on peut s'arrêter là. Nous aurons donc l'occasion de revenir plus simplement sur toutes ces questions. Merci à vous, Youssef Ouedraogo. C'est à vous le merci. Cette invitation. Vous avez une triple casquette. Vous êtes journaliste culturel et c'est dans ce cadre que nous vous recevons pour cette émission. Vous êtes aussi auteur-écrivain et à côté, vous êtes le directeur des programmes de Trui TV. C'est pas beaucoup ça. Merci à vous. Merci. Également, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Trui TV et OATFM. Mais si se déroule le DEJ Matinal Info, nous sommes sport, nous sommes culture, nous sommes une diversité de programmes réunis en un. Merci pour votre constante fidélité à nos programmes. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Trui TV, la télé interactive.